Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition. À présent, nous recevons, comme annoncé, notre invité sur ce plateau. Il s'agit bien de Nafadji Sori Kondé, directeur national adjoint de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec M. Kondé, nous allons bien évidemment parler des langues nationales, notamment les avancées, on va dire, des langues nationales pendant cette période de transition. M. Kondé, bonjour et merci surtout de répondre à l'invitation de la radio et la télévision parlementaire. Ouais. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos chers éditeurs, bonjour à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. On dit d'être inclusif, non? Oh, ouais. Donc surtout que c'est le mois de la femme. Ouais. Bonne fête aux femmes de la Guinée et un cheminement pour le noble combat pour leur lutte, pour leur émancipation. Et c'est à moi aussi vraiment de remercier la télévision parlementaire, la radio parlementaire pour cette invitation, pour pouvoir m'exprimer sur le sujet qui me passionne, les langues nationales ou africaines. Je me souviens bien, on vous a reçu à la radio il y a quelques années pour parler des langues nationales. À l'époque, vous étiez à la tête d'une organisation. Aujourd'hui, vous êtes dans le giron du pouvoir, parce que vous êtes directeur national adjoint de la promotion des langues nationales. Alors, qu'est-ce qui a évolué à ce niveau-là depuis votre arrivée au sein du département? Parlons bien sûr de la promotion des langues, on ne va pas directement parler de... Et effectivement, l'arrivée du CNRD au pouvoir en Guinée donc, a été un offre de soulagement pour la promotion des langues nationales. Parce que tout le monde sait que la Guinée, nous venons vraiment de loin. C'est un pays pionnier. Et ça fait 20 ans presque que j'ai représenté la Guinée dans les grands congrès scientifiques sur les langues africaines, sur les grandes rencontres linguistiques. Donc ça fait 20 ans vraiment j'ai su l'évolution linguistique du continent africain. Et chaque fois qu'on se déplace dans un autre pays, on nous dit franchement c'est la Guinée qui a été le pays pionnier en matière de promotion des langues nationales. Sous la Première République. Sous la Première République, parce que c'est le pays qui a osé à partir de 1968, faire des langues nationales, des langues d'enseignement. À cet effet, 8 langues nationales avaient été retenues par le régime du PDG-RDA, donc pour que ces langues-là avaient été enseignées à l'école. Et de 1968 jusqu'en 1984, il y a eu des hauts et des bas. Et comme on le dit toujours dans l'histoire guinéenne, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'on n'a pas voulu faire la part des choses pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, à partir de 1984, on a supprimé l'enseignement des langues nationales. Donc, cette suppression brusque a aussi causé beaucoup de problèmes, d'où la baisse même du niveau scolaire guinéen. Et donc, depuis 1984, il y avait une sorte d'omerta. C'était maintenant un sujet tabou. Donc, et en tout cas, les associations, la société civile s'est bien battue dans les années 90, dans les années 2000 et 2010, vraiment pour une reconnaissance de ces langues nationales. Mais quand on voit l'évolution linguistique du pays, la Première République n'a pas du tout légiféré en matière de langue nationale, mais d'un point de vue pratique, elle a mieux fait pour les langues nationales, parce que les langues nationales ont été enseignées et les langues nationales aussi étaient valorisées. Il y avait des ministres qui savaient lire uniquement en langue nationale et qui ne savaient pas lire en français, qui étaient même taxés d'analphabètes par certains, mais qui avaient pu être ministres pendant la Première République. Donc, après cela, vous savez, c'est normal de faire un bref aperçu historique, quoi. Et dans les années 1996, avec le gouvernement le gouvernement Sélia Touré, il y a eu une loi d'orientation générale de l'éducation. Cette loi a reconnu les langues nationales comme étant les langues qui permettent de transmettre le savoir, c'est comme étant des langues d'enseignement. Donc c'était une loi L0 1997, quoi. Donc de l'Assemblée nationale de l'époque. Mais malheureusement, la loi n'a pas été appliquée. Et les constitutions aussi de 1990, parce que d'un point de vue linguistique, la Première République s'est comportée comme les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la Première République n'a pas dit la langue officielle de la Guinée c'est telle, ni le français, ni les langues nationales. Donc c'est comme aux États-Unis d'Amérique, quoi. Il n'y avait pas de langue officielle jusqu'à l'arrivée de Donald Trump,
Donc aux États-Unis, la langue officielle n'a jamais été l'anglais, contrairement à ce que tout le monde croit. Donc oui, la Constitution américaine s'est tue. Donc parce que dans l'affaire des langues... Mais dans les faits, c'est l'anglais qui... Oui, dans les faits, dans la pratique, c'est l'anglais, mais juridiquement, il n'est mentionné nulle part. C'est Donald Trump maintenant, le président Trump maintenant qui dit, bon vraiment, il veut faire maintenant de l'anglais la langue officielle des États-Unis. On va revenir chez nous. Et personne n'a dit quelle est la langue nationale. Sous la Première République, il y avait 8 langues nationales. On viendra, reconnues et codifiées. Oui, l'avant-projet de constitution est en train de corriger toutes ces erreurs du passé. On en parlera tout à l'heure. Alors, cette première question, quelle définition donnerez-vous à une langue nationale? Une langue nationale, c'est une langue parlée par les différentes communautés linguistiques installées sur le territoire national des siècles bien avant l'indépendance. C'est-à-dire que bien avant la formation du territoire, ces langues-là avaient pris leur espace géographique. Parce que la Guinée française, elle a été créée. C'était une colonie française. Donc, avant l'arrivée de la colonisation, donc ces langues-là étaient déjà parlées sur le territoire national. Donc c'est un héritage historique du passé. Donc une langue nationale, juridiquement, c'est un statut que les dirigeants d'un pays accordent aussi à un certain nombre de langues. Par exemple, pendant la Première République, nous savons que la Guinée, ça dépend. Nous avons 20 à 30 langues parlées sur le territoire de la République de Guinée. Mais la Première République a décidé d'accorder le statut de langue nationale à 8 langues. Donc ça veut dire que c'est une question aussi juridique. C'est une question de droit. Parmi les 8 langues répertoriées pendant la Première République, c'est reconnu même et enseigné, il y avait le Sosokwi, il y avait le Pulaar, il y avait le Maninkakan, il y avait le Kissié, il y avait le Lomagwe, il y avait le Pelé, il y avait l'Onéan et le Wami. Donc, ces langues-là, la Première République, c'est basé sur certains critères. C'est choisir d'abord les 3 langues nationales véhiculaires, qui sont le Maninkakan, le Pulaar et le Soussou, les plus parlés, on les a choisis. Ensuite, choisir 3 langues nationales de type vernaculaire. Quand je dis vernaculaire, chez nous, les linguistes, le terme n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'une langue vernaculaire, c'est une langue qui est parlée en général par la communauté d'origine. En règle générale, quoi. Mais une langue véhiculaire, c'est une langue qui dépasse la communauté d'origine. Donc les 3 langues véhiculaires sont le Soussou, le Pulaar et le Maninkakan. Est-ce que vous comprenez? Et 3 langues vernaculaires, c'est-à-dire qui sont parlées en général par la communauté d'origine. C'est-à-dire ça, c'est le Pelé, le Loma et le Kissi. Ça fait 3. Ensuite, le régime a choisi 2 langues minoritaires. Ils ont choisi 2 langues minoritaires qu'ils ont. Donc, qui est l'Onéan et Wami. Mais ça, c'était purement stratégique parce que l'Onéan et le Wami, c'est la langue des Kounyagi et des Bassari, parlée à Koundara. Et comme il y avait des tensions entre la Guinée et le Sénégal, et que le Sénégal avait parfois des prétentions sur le Badja, donc je pense que la Première République a ajouté ces 2 langues pour qu'ils se sentent vraiment guinéens, quoi. D'accord. Donc c'est un choix stratégique et politique. Et politique, bien sûr. L'autre aussi question que je vais vous poser, Monsieur Condé, c'est celle de savoir est-ce qu'il existe une nuance entre la langue nationale et la langue maternelle? Oui, bien sûr, bien sûr. La différence, une langue maternelle, la langue maternelle, c'est la langue telle qu'elle existe par rapport à un individu ou bien par rapport à un groupe de personnes. C'est la langue maternelle, c'est la première langue que l'enfant apprend dans sa famille. Ça peut être, comme général, en règle générale, c'est la mère, quoi. C'est pour ça qu'on dit maternelle, ça vient de la mère. Donc, l'homme est un animal sociable au sens anthropologique du terme. Donc, mais il doit apprendre à parler. Le langage, c'est une différence entre l'homme et les autres animaux de façon biologique. Donc, comme l'homme est un animal, donc il apprend la première langue que l'enfant apprend. Dès après sa naissance, à partir de sa maman, et si vous comprenez, ou dans son environnement familial immédiat, c'est ça la langue maternelle. Et si l'enfant oublie la première langue qu'il a appris à l'enfance, donc sa langue maternelle est la langue qu'il comprend. Par exemple, on peut être né en Guinée, et si vous comprenez, très petit. Par exemple, votre langue maternelle peut être le mandinkan, et vous partez aux États-Unis, à 5 ans, vous oubliez
l'anglais devient votre langue maternelle. Donc, c'est ça la définition de la langue maternelle. Mais la langue maternelle, on l'utilise beaucoup plus dans un contexte éducatif et psycholinguistique, parce qu'il y a un lien entre langue maternelle, acquisition des connaissances chez l'enfant et apprentissage aussi à l'école. Bien. D'accord. Oui. Merci pour ces précisions. Oui. En ce moment, il y a combien de langues en Guinée? Bon, franchement, c'est une question très très difficile à répondre. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, vous voulez dire que les langues ne sont pas adossées aux ethnies, parce que pour les ethnies, quand même, on parle d'une soixantaine. Vous savez, en Guinée, il y a... On parle. Vous savez pourquoi il est très difficile de parler? C'est pas une question guinéenne, c'est mondial. Dans certains documents, vous allez dire il y a 7000 langues parlées au monde. Dans d'autres documents, vous allez dire il y a 6000 langues parlées au monde. Parce que quelle est la différence entre langue et dialecte? Doit-on considérer le toucouleur comme une langue à part, le toucouleur parlé à Dingré comme une langue à part, ou bien comme la même langue avec le poulard? Doit-on considérer le Kouranko comme une langue à part, ou la même langue que le Maninka? Doit-on considérer le Djalonka comme une langue à part, ou bien la même langue que le Soso? Le Sanka. Donc, vous voyez, donc, maintenant, du point de vue auteur, ça peut. Ah oui. Donc, c'est ce qui fait qu'il est très difficile de dénombrer les langues. Ouais. Donc, il y a des langues qui sont très proches. Pour vous qui êtes spécialiste à la matière. Oui. Donc, pour nous qui sommes spécialistes en la matière, donc on parle d'une vingtaine de langues nationales parlées en Guinée. Mais je pense qu'il y a l'Institut de recherche en linguistique appliquée qui a fait une enquête sur le terrain l'année dernière. Lorsque les résultats de cette, parce que ça sera une enquête qui est à Zou, lorsque les résultats de cette enquête seront publiés, on saura exactement quelle est, parce qu'ils ont envoyé des missions sur toute l'étendue du territoire national pour dénombrer d'abord les langues. Parce que le dénombrement des langues, c'est toujours un choix politique aussi. Ça obéit à quoi, selon vous? Ça obéit à quoi? Bon, c'est vrai que ce soit politique, mais est-ce que techniquement, oui, techniquement, oui. Vous savez, souvent, on peut faire des regroupements de langues. Okay. C'est-à-dire, il y a des langues qui peuvent se comprendre. Oui. Il y a intercompréhension. S'il y a intercompréhension, c'est comme le Konya et le Maninkakan. Et le Maninkakan, s'il y a intercompréhension, il y a des auteurs qui peuvent considérer ces langues comme étant la même langue. Il y a des auteurs qui vont dire non, s'il y a une petite différence, vraiment c'est une langue à part. Bon, ça c'est un vieux débat reconnu par les linguistes, c'est ce qui rend vraiment cette question très difficile à répondre. Donc, alors, la question aujourd'hui, à date en Guinée, vu cette multitude de langues, est-ce que vous avez connaissance par exemple des langues qui sont menacées de disparition parce que tout simplement les communautés dans lesquelles on parle sont minoritaires et que les langues, est-ce qu'il y a des langues aujourd'hui en Guinée qui sont menacées de disparition? Oui, bien sûr. Les langues sont comme des êtres vivants. Elles naissent, se développent et meurent. C'est très simple. Et les langues aussi, quand elles sont sur une superficie donnée, elles sont en compétition. C'est comme un match de football. Il y a des équipes qui sont à l'offensive. C'est-à-dire, par exemple, en Guinée, on observe que le Soussou, le Poulard, le Maninkakan sont en offensive. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais aussi, il y a des langues aussi qui sont sur la défensive. Mais pour les langues menacées de disparition, je pense que c'est l'UNESCO souvent qui les répertorie. Et quand vous partez sur le site de l'UNESCO, officiellement, l'UNESCO considère certaines langues guinéennes comme menacées de disparition. Donc, il y a le mandéni. Beaucoup de Guinéens même ne savent pas, est-ce qu'il existe une langue guinéenne qu'on appelle le mandéni. Alors que le mandéni, c'était une langue qui était parlée de Kaloum jusqu'à Freetown, avant le XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, c'est quelques villages à la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, côté Fourikara, qui parlent mandéni. Ça renvoie au manding ou... Bon, mandéni, c'est une langue atlantique. Je ne sais pas d'où vient l'expression mandéni, mais quand même, on les appelle aussi les man. On les appelle aussi les man. Donc c'était, en tout cas, les mandénis aussi, il faut savoir aussi, parce que c'est l'occupation du territoire. Ils ont été repoussés par les Bagas. Est-ce que vous comprenez? Les Bagas eux-mêmes aussi sont en voie d'assimilation par les Soso. C'est pour cela, sur le site de l'UNESCO, les langues Bagas font partie des langues menacées de disparition. Donc il y a des langues minoritaires, est-ce que vous comprenez, surtout en Basse-Guinée, qui sont qualifiées comme étant des langues. Mais l'État a un devoir quand même de les menacer. Parce que si une langue n'est parlée que par des vieux de plus de 60 ans, et que la jeunesse ne parle plus la langue, ça veut dire que cette langue est en voie de disparition. Mais à ce niveau, vous qui êtes au niveau du gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour sauver ces langues d'une extinction, en tout cas d'une disparition quelque part?
Oui, et la protection des langues minoritaires est un impératif même selon l'UNESCO. Tous les États membres de l'UNESCO doivent le faire. Et la meilleure façon de protéger les langues minoritaires, c'est d'abord les médias. Vraiment, je salue les médias publics guinéens, surtout la radio-télévision guinéenne nationale. Il y a énormément de langues aujourd'hui parlées à la RTZ. Je ne connais pas vraiment le nombre, mais la RTZ ne s'arrête pas au niveau des grandes langues. Et aussi, il y a des radios rurales qui couvrent le territoire national, dans les régions, dans les préfectures, qui parlent toutes ces langues menacées de disparition. Donc, la meilleure façon d'abord de donner une seconde vie à une langue menacée de disparition, c'est au niveau des médias. Okay. Maintenant, on peut aussi faire, il y a des laboratoires de linguistique aussi on peut enregistrer aussi des contes, des devinettes dans ces langues. On peut transcrire aussi ces langues. On peut même enseigner ces langues comme matière, quoi, pour ne pas que localement, c'est des solutions qui peuvent venir. On enseigne ces langues comme matière pour ne pas que ces langues disparaissent. Parce que quand une langue disparaît, c'est une civilisation de tout. Un exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis se sont embarqués dans la Seconde Guerre mondiale, donc, parce que la communication, on a besoin de toutes les langues du pays. Et si les États-Unis communiquaient en anglais, les Allemands allaient interceptionner les communications. Donc, ils ont choisi une petite langue amérindienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique, ils ont communiqué dans ça. Parce que prendre n'importe quelle grande langue, vraiment, l'ennemi pouvait écouter qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que une langue, même si elle est petite, elle a son utilité. Elle a son utilité pour. Alors, il y a ce débat aujourd'hui dans les familles. Voilà, un enfant, il faut forcément que tu étudies ta langue, tu ne maîtrises pas la langue maternelle. Alors aujourd'hui, à vous demander, vous spécialistes, quel est l'avantage pour un enfant, c'est pas d'étudier dans la langue maternelle ou la langue nationale? Est-ce qu'il y a un impact en termes de plus par rapport capacité de compréhension par rapport au français? Des notions même scientifiques. Bien sûr. Je travaille au niveau du ministère de l'enseignement pré-université de l'alphabétisation. Effectivement, il y a un lien entre connaissance et langue maternelle, entre acquisition même de la science et langue maternelle. Parce que la langue maternelle structure la mentalité de l'enfant, le futur adulte. Donc, la maman, c'est pour ça, on dit souvent, quand on parle la langue maternelle, on parle avec le cœur, quoi. Ça vient naturellement. Donc, parce que mais c'est vrai que la langue n'est pas naturelle. Mais comme c'est la première langue qu'on a apprise, c'est à travers cette première langue que toutes les autres langues vont pénétrer votre cerveau. Donc, aujourd'hui, il y a eu énormément d'enquêtes. En Belgique, au Canada, en Suisse, en Guinée, au Mali, en Centrafrique, même au Burundi, on a expérimenté l'enseignement bilingue. C'est-à-dire que l'enfant commence d'abord la scolarité par sa langue maternelle. Il va apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. La lecture, l'écriture et le calcul, on appelle ça en pédagogie les connaissances instrumentales. Maintenant, quand vous maîtrisez la lecture, l'écriture et le calcul dans votre langue maternelle, maintenant, lorsque vous intégrez une deuxième langue, même si c'est une langue étrangère, vous maîtrisez mieux. Donc c'est pour cela, nous, surtout les parents, les jeunes parents du 21e siècle, nous aimons souvent parler le français à nos enfants à la maison. Croyant que nous sommes en train vraiment de se moderniser. De se moderniser. Mais en réalité, nous tous, nous avons vécu dans des familles dans lesquelles les langues nationales étaient parlées. Mais nous sommes aujourd'hui des cadres qui brillent et qui sont en train de servir ce pays. Donc maintenant, quand un enfant apprend dans sa langue maternelle, il a un élément de comparaison. La science, c'est la comparaison. Il doit savoir compter, écrire d'abord, compter d'abord dans une langue. Maintenant, quand il vient à l'école, quand la maîtresse va dire, bon, compter, maintenant, il a un élément de comparaison. Donc, lorsque vous abandonnez vos langues maternelles, donc vous privez votre enfant d'un élément de comparaison. Donc maintenant, quand l'enfant maîtrise l'acquisition du savoir, il peut maîtriser beaucoup d'autres langues. Donc c'est ce que le continent africain n'a pas compris. C'est la grande erreur de départ après les indépendances. Regardez aujourd'hui les pays asiatiques. Ils fabriquent tout. L'Inde, la Chine, le Vietnam, ils ont été colonisés. J'ai regardé à une télé internationale ce matin, une exposition de vente d'armes du côté de l'Inde. C'est quand même extraordinaire. Effectivement. Donc c'est ça l'avantage. Et regardez même en Guinée, la Guinée qui a les deux. Il y a eu regardez les cadres qui ont été formés pendant la Première République. C'est des cadres valables. Est-ce que vous comprenez? Même si n'articule pas bien le français, ils ne roulent pas les heures, mais quand même. Oui, ce sont des cadres valables. Et la Guinée était bien en sciences.
Souvent, parce qu'il y a eu, quand la Guinée était bien en sciences, c'est le maths, physique, chimie, on disait que les Guinéens étaient bien. Les Guinéens enseignaient les mathématiques à Dakar, à Abidjan, au Gabon, vous vous rappelez, la génération, même au Mozambique. Parce que, comme l'enseignement était basé sur les langues nationales, nous, les gens étaient bien en logique, en logique mathématique, en médecine. L'Afrique venait apprendre à effectivement. Mais quand il y a eu 1984, qu'est-ce qui s'est passé? On a évalué le système éducatif guinéen. C'est-à-dire que le nouveau régime a cru bien d'évaluer d'abord le système éducatif guinéen. L'évaluation, ce sont les Sénégalais, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Français qui sont venus nous évaluer. Parce que moi, j'ai demandé un grand doyen, qui est le doyen Paraya, c'est un des baobabs de la promotion des langues nationales en Guinée depuis le temps de Sékou Touré. Je l'ai rencontré au salon des livres ici, au CCFJ. Je lui ai demandé, mais doyen, pourquoi on a supprimé les langues nationales? Franchement, je n'ai pas compris. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais en 1984, il y avait une certaine embellie. On avait corrigé beaucoup d'erreurs. Les premières difficultés, c'était dans les années 60 et 70. Mais 1980, on a trouvé que le système était huilé, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où le système commençait à marcher, on a arrêté. Il m'a dit vraiment, mon fils, je vais vous dire la vérité. Imaginez si la Russie, en concurrence avec les États-Unis, la Russie demande aux États-Unis d'Amérique de venir évaluer son système éducatif. Est-ce que la Russie aura une bonne note? Donc c'est l'erreur que la Guinée a commise. La Guinée était pendant un quart du siècle, les autorités guinéennes ne s'entendaient pas avec la France. Maintenant, si on a changé de régime, vous appelez cette même France de venir vraiment évaluer votre système éducatif. Est-ce que vous aurez une bonne note? Donc franchement, les promoteurs des langues nationales sont d'avis que certains résultats de cette évaluation ont été biaisés. Parce que, pour conclure vraiment, s'il vous plaît, pour conclure vraiment la partie, ils sont venus, ils ont évalué le niveau des Guinéens en français. Ils ont dit que le système scolaire guinéen, le niveau est bas par rapport à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et ils ont dit aussi que la Guinée a trop d'ingénieurs. Imaginez, la Guinée a trop d'ingénieurs. Parce qu'il y avait des facultés d'agronomie partout. Et la Guinée avait des zootechnies. C'était l'IPK, c'était l'IPGAN. Donc, en tout cas, la Guinée était basée sur la technique. Donc, maintenant, les orientations et les recommandations qu'ils ont données, ils nous ont orientés maintenant vers les sciences littéraires. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on se plaint, on dit non, il y a trop de littéraires, trop de juristes, trop de communicants. Mais c'est ce qu'on a voulu. Mais quand les résultats de cette évaluation ont montré que la Guinée, qu'il y a un pléthore d'ingénieurs en Guinée. Alors que ce sont les ingénieurs qui fabriquent. Qui font des cadres techniciens. Donc, normalement, même si le niveau n'était pas grand en français, on était dans une bonne posture pour être comme l'Asie aujourd'hui. Oui, des grands techniciens. En réalité, nous n'avons donc pas su préserver nos acquis. Effectivement. Et nous avons pris une trajectoire qui ne nous a pas beaucoup servi. Mais dans l'avant-projet de nouvelle constitution, il y a une place de choix qui est donnée aux langues nationales, qui doivent désormais être enseignées dans nos écoles. Pour un spécialiste, quelle lecture vous faites de cette innovation? Oui, je le disais à M. Koïla en off, effectivement, le Conseil national de la transition, dans sa méthodologie de rédaction de la nouvelle de l'avant-projet de nouvelle constitution, a contacté vraiment toutes les expertises. Donc nous étions en tant que direction du ministère de l'enseignement privé de l'alphabétisation, nous avons été invités lors de la rencontre des académiciens. Il y a eu un débat ici, on a invité vraiment les spécialistes du domaine. Donc on a parlé, presque franchement, la mangue était déjà mûre, il ne restait que l'accueillir. Parce que la Guinée s'est retirée des langues nationales. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, les autres pays ont recommencé. Aujourd'hui, et ils ont plus de 10 ans maintenant. Donc le Sénégal, le Mali, il y a 15 pays d'Afrique francophone aujourd'hui qui ont réintroduit les langues maternelles à l'école primaire. Alors que nous, il y avait une quarantaine d'années. Est-ce que vous comprenez? Donc finalement, il faut vraiment revenir à cette situation. Au niveau même du ministère de l'enseignement pré-universitaire d'alphabétisation, à partir de 2018, les expérimentations ont commencé. À partir à Kindia, nous sommes en train d'expérimenter le soso et le français. Et on a commencé
d'abord par 10 écoles primaires. Aujourd'hui, on est à 16 écoles primaires. Soso français. Ça, c'est français. Ça, c'est la phase pilote. Donc, et on a changé. Aujourd'hui, c'est le bilinguisme. On a changé de méthodologie. Donc, et aujourd'hui, je pense que les enfants qui apprennent à lire le Soso là, ils sont bien en lecture que nos autres enfants qui sont 100% en français. Parce que quand vous maîtrisez votre langue maternelle, qu'est-ce qui se passe? Le jour où on va vous donner un texte en français, vous le lisez vraiment facilement. Ouais. Donc, votre niveau en lecture, à travers la comparaison, est plus grand. Donc, il y a aussi l'expérience en Haute-Guinée des écoles primaires Maninkaka en français, basées sur l'alphabet Nko et le français, depuis les années 95-96. Il y en a des écoles à Kirouane, à Sigirine, à Mandjana, ainsi de suite. Donc, ces écoles, actuellement, donc, même si c'est notre système d'écriture, les enfants apprennent le Maninkaka à travers l'alphabet Nko et aussi le français. Donc, et arrivés en 6e année, ils font l'examen d'entrée en 7e en français. Et il y a certains qui ont terminé aujourd'hui l'université. Donc, ça veut dire que le bilinguisme est vraiment une bonne solution. Non seulement ça va enraciner nos enfants dans nos langues, parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent même pas réciter les 7 jours de la semaine dans leur langue maternelle, c'est grave. Les enfants ne peuvent même plus compter de 1 à 10 aujourd'hui dans leur langue maternelle, c'est grave. Maintenant, si on enseigne les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? La langue maternelle, ils vont maîtriser leur langue maternelle, ils vont maîtriser le français, ensuite l'anglais, le chinois s'ils veulent. Maintenant, ils sont équilibrés. Bien. Donc aujourd'hui, quand lors de la rédaction, c'est des choses que nous sommes venus dire ici lors des débats parlementaires ici, on a parlé, donc finalement, le président même du Conseil national de la transition a dit que lors maintenant de la rédaction de l'avant-projet, qu'il faut maintenant dédier un article linguistique. C'est vrai que les langues, on parlait de ça dans les souverainetés, mais ce n'était pas un article. Donc maintenant, il y a eu un article. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais oui, c'est une réalité. J'ai juste une question. Aujourd'hui, c'est vrai que l'effort du constituant en ce qui concerne la promotion des langues nationales et vous les acteurs, mais aujourd'hui le fait que la Guinée, comparativement aux pays comme le Mali, le Sénégal, qui ont une langue nationale dédiée, est-ce que le manque d'une langue nationale en Guinée ne peut pas être à la longue un facteur unique, voilà, un facteur blocus par rapport à tous ces efforts-là? Bon, quand vous dites par exemple que le Sénégal et le Mali ont une langue nationale. Le Bambara, suivez. Quand vous me dites que le Mali, bon, c'est mon côté enseignant, hein. Je me sens parfois en classe. Donc, ok. Donc, quand vous dites que le Sénégal et le Mali ont une langue nationale dédiée, et si vous comprenez, c'est souvent la perception que les Guinéens ont du Sénégal et du Mali. Mais la réalité est tout autre. Le Sénégal a 6 langues nationales, aujourd'hui enseignées. Et si vous comprenez, c'est que le choix d'une langue nationale unique est politique. Même si on choisit une langue nationale unique, on enseignera toujours les langues maternelles de tous les enfants. C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc au Sénégal et au Mali, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun décret, il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucune décision d'une autorité faisant du Wolof la langue nationale du Sénégal ou faisant du Bambara la langue nationale du Mali. Donc la prédominance de ces langues-là, c'est un héritage historique. Mais quand on est en Guinée, quand on ouvre une chaîne de télévision sénégalaise, ou bien quand ils sont en Wolof, c'est ce que l'on pense. Mais nous qui sommes les techniciens, nous savons que le Sénégal, au niveau du ministère de l'Éducation, il y a 6 langues nationales enseignées. Est-ce que vous comprenez? Mais même au Parlement sénégalais, dans le Parlement sénégalais, il y a un système de traduction et d'interprétariat qui a été mis en place. Les députés du Sénégal peuvent parler dans 5 langues nationales du Sénégal, plus le français, depuis 2015. Le Mali aussi, c'est 13 langues nationales reconnues. Et le gouvernement, quand vous lisez la loi linguistique malienne, on a cité ces langues nationales-là par ordre alphabétique pour ne pas que on dise que l'État a donné la priorité à une langue ou autre. Donc si le Bambara est largement parlé par tout le monde, donc ça, on appelle ça dépend des conditions sociales. Vous voyez, sur la question, ce qui veut dire l'absence d'une langue dédiée n'est pas un obstacle. Non, ce n'est pas un obstacle. Alors, notre question, il y a eu quand même ces efforts d'introspection que les constituants, je veux parler du CNT, ont eu à faire en instituant les langues au niveau de la Constitution. L'autre question, c'est la mise en pratique, l'implémentation de l'initiative. Est-ce que
aujourd'hui, à date, avec la situation que nous connaissons, nous avons des ressources humaines capables de pouvoir implémenter, j'allais dire, cette initiative-là? Vous savez, la question linguistique, c'est souvent à court, moyen et long terme. Nous saluons vraiment le travail du CNT parce que le blocage est avant tout juridique. C'est-à-dire, les anciennes constitutions disaient l'État assure la promotion des langues et des cultures du peuple de Guinée et des cultures des langues du peuple de Guinée. Donc c'est alinéa-là laconique, mais l'État n'a pas dit comment. Donc, or, même si vous accordez un droit dans la Constitution, si on ne sait pas comment, bon, franchement, je vais vous donner un exemple. Il y a un élément qu'on appelle l'environnement lettré. C'est-à-dire, si quelqu'un sait lire et écrire en soso, s'il va dans un hôpital de Kindia, c'est une dame, elle veut amener son enfant, on doit écrire pédiatrie et traduire en soso-kui. Maintenant, si elle a appris la langue nationale, ça va la servir à quelque chose. Nous, en tant que promoteurs, bien avant d'être de ce côté, à Sigiring, on a l'hôpital préfectoral de Sigiring, on a mis les consultations, on a traduit en maninka, transcrit en koué, en français. En tout cas, sur les salles, on a tout écrit. Le directeur de l'hôpital était d'accord vraiment parce que les analphabètes qui viennent de la brousse ne savent pas comment se tourner dans les salles d'hôpital. Il a accepté. Vous voyez? Maintenant, on va à Kankan, à l'hôpital régional, pour faire la même chose. Maintenant, le directeur de l'hôpital régional de Kankan de l'époque nous dit, mais juridiquement, qu'est-ce qui prouve que vous pouvez venir écrire les langues nationales sur l'hôpital de Kankan? La Guinée n'a pas mis dans ses lois que les langues nationales sont officielles, c'est le français qui est la langue officielle. Donc, on n'a pas pu mettre. Donc, ça veut dire que finalement, moi, ça me fait 20 ans dans la promotion des langues nationales, mais ça dépend de l'humeur des gens. Par exemple, il y a l'entreprise, bon, je ne sais pas. On va dire il y a une entreprise, par exemple, qui a écrit le nom sur ses sachets d'eau dans 3 langues nationales du pays. N'est-ce pas? Donc, c'était une bonne initiative. Mais d'autres entreprises ne vont pas le faire. D'accord. Donc, parce que l'environnement juridique d'abord est le plus important. Donc, dans ce travail législatif fait sous la transition, vraiment, nous saluons la valorisation des langues nationales dans l'avant-projet. Oui, justement, la dernière question, mais maintenant, puisqu'on est un peu talonné par le temps, quel est le message que vous avez pour les citoyens et même les autorités qui nous écoutent par rapport à la promotion des langues nationales en Guinée? Et aujourd'hui, je vais saluer aussi Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Amadou Ouriba. Il vient même de lancer un bulletin d'information en langue nationale à la primature. Il a dit que il veut vraiment que les langues nationales participent à la communication institutionnelle du gouvernement. Donc ça veut dire que il est déjà vraiment dans l'esprit de la Constitution. Et aujourd'hui, le bulletin d'information a commencé à apparaître dans certaines langues nationales. Et si vous voyez, donc ça c'est un pas. On nous a parlé aussi de l'expérience de Elan au niveau du ministère de l'enseignement péri-universitaire et de l'alphabétisation. Donc le gouvernement est déjà dans la dynamique. Mais le gouvernement était limité dans ses manœuvres à cause du vide juridique. Mais aujourd'hui, on a un alinéa linguistique qui garantit l'enseignement des langues nationales. On dit l'État garantit l'enseignement des langues nationales. L'État garantit également la traduction et la vulgarisation des textes des lois et actes officiels du gouvernement dans les langues nationales. Donc, c'est dans la Constitution. C'est une bonne chose. Et on dit, une loi organique viendra spécifier les modalités de l'application. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de travailler. Le Conseil national de la transition a mis en place une commission d'experts nationaux. Donc, et j'ai eu la chance aussi d'en faire partie. Donc, le sous-groupe qui doit rédiger le code linguistique de la Guinée, donc je suis membre de ce sous-groupe. Donc nous sommes en train de travailler pour donner vraiment du contenu. Parce que la Constitution, c'est comme un gros barrage hydroélectrique. Mais comment recevoir l'électricité à la maison, il faut maintenant la loi organique. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment travailler sur la loi organique. Maintenant, dans la loi organique, comment valoriser la langue nationale? Dans l'enseignement, on va détailler. Comment valoriser la langue nationale dans les institutions, à la présidence, et si vous comprenez, et dans les institutions républicaines.
et comment valoriser les langues nationales dans l'administration publique, ou voire même les langues nationales dans les cours et tribunaux. Donc maintenant, on va donner un cadre légal détaillé à tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Condé, pour toutes ces informations relatives à la promotion de nos langues. Nous avons reçu, pour nos auditeurs qui sont à la radio parlementaire, Monsieur Nafadji Sori Condé, qui est directeur national adjoint de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec lui, nous avons parlé naturellement, comme vous avez dû le constater d'ailleurs, de la promotion des langues dans notre pays. C'est la fin de cette émission autour de la transition. Portez-vous bien. Au revoir.